Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3. Vous êtes au bon endroit pour suivre l'actualité dans votre région. Mais avant, les titres de l'actualité nationale. Ce soir, un aveu et 2 arrestations. L'adolescent interpellé hier reconnaît être à l'origine de la fausse alerte attentat le week-end dernier à Paris. 2 autres jeunes ont été arrêtés aujourd'hui, l'un d'eux n'a que 14 ans. Les soins dentaires trop chers, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Un Français sur 5 renonce à se faire soigner les dents. Les prix des couronnes et prothèses sont-ils toujours justifiés ? Nous verrons cela à 19h30. À la une maintenant de l'actualité sur la Côte d'Azur. 8 relations de l'auteur de l'attentat de Nice interpellé cette nuit et ce matin dans diverses communes des Alpes-Maritimes. 8 personnes placées en garde à vue pour vérification. Des embâcles dans le Rioux, photo à l'appui. Un conseiller municipal d'opposition de Mandelieu dénonce le non-entretien des cours d'eau. Il entend alerter les autorités à quelques jours de l'anniversaire des inondations d'octobre 2015. Enfin, dans ce journal, une grande page consacrée à l'actualité niçoise. Une équipe de France 3 Nice a pu pénétrer dans le tunnel qui passe sous la ville et qui abritera la ligne 2 du tramway. Mais avant, on débute ce journal par un avion sur l'autoroute A8. Une scène bien réelle qui s'est produite ce matin. Parti de Cuers, le petit avion de tourisme a dû atterrir en urgence en raison d'une panne moteur. Il y avait 3 personnes à bord. Francis Mallory-Hus, Alexandre Lequitte. Il est 9h15, un petit avion de tourisme avec 3 personnes à bord signale une avarie et lance un message de détresse. L'atterrissage est urgent, l'autoroute A8 qui relie Aix-en-Provence à Nice est déjà chargée, mais le pilote n'a pas d'autre choix que de tenter de s'y poser. La pause s'est faite en sécurité, le pilote a bien réagi et surtout avec les services Vinci Autoroute, on a pu après déplacer l'avion dans un refuge pour pouvoir derrière neutraliser la voie de droite et que la circulation puisse se faire en sécurité. Le pilote et ses 2 élèves étaient partis de l'aérodrome de Cuers quelques minutes auparavant. L'avion effectuait un vol d'instruction. Une avarie technique au niveau du moteur serait à l'origine de la manœuvre de l'appareil. Un Robin DR400, un petit monomoteur réputé très fiable. En parfait état de fonctionnement, il volait bien et il faisait des vols, des heures de vol régulièrement. Et il n'avait absolument aucune raison. Maintenant, un incident technique, c'est quelque chose qui ne se prépare pas. La responsabilité du pilote n'est pas mise en cause. Il est simplement entendu par les gendarmes sur les circonstances de cet atterrissage rocambolesque. Les premiers relevés effectués sur place devraient rapidement permettre à l'enquête d'évoluer. La priorité, c'est de faire les constatations de l'appareil pour dégager l'autoroute, qui n'est pas sur accident. Pour dégager l'aéronef, plusieurs hypothèses ont été formulées. Un redécollage sur l'autoroute a même été envisagé, mais l'avion est finalement reparti en fin de journée sur un camion. Le pilote instructeur et ses 2 élèves s'en tirent avec une grosse frayeur. Dans l'actualité du jour également, l'arrestation de 8 personnes dans la nuit et ce matin dans les Alpes-Maritimes. 8 connaissances de l'auteur de l'attentat de Nice. Des 8 personnes qui ont été placées en garde à vue le temps des vérifications. Henri Migou. Les personnes interpellées feraient partie de l'entourage de l'auteur de l'attentat du 14 juillet. Ces hommes, qui seraient de nationalité française et tunisienne, auraient été en relation avec le chauffeur du camion de la promenade des Anglais, Mohamed Lawesh Boulel. On ne connaît pas encore la nature exacte des charges qui pourraient peser sur ces 8 personnes qui ont été interpellées à Nice, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. Mais tout cela pourrait en tout cas confirmer la préméditation de l'acte terroriste du 14 juillet dernier. 6 personnes ont déjà été mises en examen dans ce dossier. Certaines d'entre elles avaient fréquenté Mohamed Lawesh Boulel dans les jours précédant l'attentat, en lui envoyant des SMS ou en faisant des selfies à côté du camion. D'autres lui auraient fourni le pistolet avec lequel il a tiré sur des policiers avant d'être abattu. Reste à connaître maintenant le degré d'implication des 8 hommes interpellés entre lundi soir et mardi matin. La question étant de savoir s'ils étaient oui ou non au courant du projet d'attentat. L'attentat de Nice, s'agissant des victimes, cette fois, hier, le président de la République a promis une réforme du système d'indemnisation. Aujourd'hui, dépassé par le nombre de demandes. À Nice, par exemple, les délais de procédure sont très longs, comme pour obtenir un rendez-vous auprès d'un psychologue. Laurent Verdi, Didier Beaumont. Salma Al-Rodor, Maria Grazia Ascoli. 86 noms gravés dans l'horreur du 14 juillet. 86 personnes qui ont perdu la vie et plus de 400 blessés. Difficile de parler de réparation pécuniaire du préjudice et pourtant, un fonds d'aide existe depuis 30 ans pour soutenir toutes les victimes du terrorisme. Joseph Borja. Ils ont besoin d'une reconnaissance et le fonds
d'aide aux victimes est une des formes de reconnaissance du statut de victime, et ça c'est extrêmement important dans le processus de reconstruction. Avec les attentats de ces dernières années, ce fonds est aujourd'hui dépassé. Pour le président de la République, ces ressources doivent être revues et il doit être réformé. Les souffrances psychologiques seront aussi indemnisées. La secrétaire d'État aux victimes en a précisé les conditions au micro d'Europe 1. Il est naturellement attendu qu'elles aient été sur le trajet du camion. Aujourd'hui, les victimes sont confrontées à un parcours du combattant. Pour ces personnes touchées par le drame, c'est avant tout un combat administratif. C'est aux victimes de prouver leur qualité. Donc, premièrement, leur présence sur la promenade des Anglais. L'une des preuves de cette présence, c'est le dépôt de plainte. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un délai d'1 mois et demi pour rencontrer un officier de police judiciaire sur Nice. Plus d'argent, plus de suivi, une meilleure prise en charge des souffrances psychologiques. François Hollande promet un fonds d'aide plus juste et plus transparent pour aider les victimes d'actes de terrorisme. Et on a appris en fin d'après-midi l'annulation du triathlon Nice-Côte d'Azur, support pourtant de la finale du championnat de France des clubs de première division. Mais la ville de Nice, selon la Fédération française de triathlon, considère que le dispositif policier nécessitait un engagement trop important. Après l'attentat de Nice, autre catastrophe qui a marqué la Côte d'Azur, les inondations d'octobre 2015. Dans la nuit du 3 octobre, 21 personnes trouvèrent la mort, 65 000 sinistrés. Lundi soir, d'ailleurs, 26 septembre, à 20h55, François Côte d'Azur vous proposera une soirée spéciale consacrée à cet événement. Les inondations qui suscitent toujours l'inquiétude des élus. À Mandelieu, un conseiller d'opposition a décidé d'utiliser son droit d'alerte. Photo à l'appui, il dénonce la présence de nombreux embâcles dans le cours du Rioux. Véronique Varin, Éric Jacquet. Le 3 octobre 2015, le Rioux de l'Argentière, la plupart du temps inoffensif, débordé, causant la mort de 8 personnes à Mandelieu-la-Napoule. Il y a une semaine, ce conseiller municipal d'opposition a longé ce petit fleuve sur plusieurs kilomètres pour faire des photos. En tant qu'élu, il était donc de ma responsabilité, 1 an après, d'aller dans le lit du Rioux de l'Argentière pour faire un état des lieux. Et ce que ces clichés montrent, ce sont quantités de déchets pouvant former des embâcles. De quoi inquiéter cet élu qui ne comprend pas l'immobilisme des maires. Le Rioux de l'Argentière, c'est une rivière qui est partiellement privée, sur des territoires privés. C'est donc aux propriétaires privés d'entretenir le lit du Rioux de l'Argentière. Mais quand cela n'est pas fait, il est de la responsabilité des maires de faire valoir leur autorité afin que ces travaux soient effectués. Et aujourd'hui, ce que je pointe du doigt, c'est que cela n'a pas été fait. Et on est 1 an après, et au-delà des responsabilités, je constate qu'on a les mêmes risques qu'il y a 1 an. Les élus de la majorité rappellent eux que des travaux de nettoyage ont déjà été menés ainsi que de petits aménagements comme par exemple ces bâches destinées à conforter les berges. Mais contraindre les propriétaires à entretenir leurs rives, le premier adjoint nous explique que ce serait pour l'instant impossible. Nous, publics, ne pouvons pas entrer sur les terrains privés. Pour cela, il faut que nous ayons ce qu'on appelle une décision d'intérêt général de l'État qui peut à la fois nous autoriser à mettre en demeure les propriétaires et après à y pénétrer pour faire les interventions. Est-ce que vous l'avez ? C'est en cours. Pourquoi ? Parce que l'administration a un temps qui est celui de l'administration. Quant aux gros travaux comme la construction de bassins de rétention, ils sont bien programmés. Mais là encore, les procédures administratives sont longues et les chantiers ne commenceront pas avant 2018. Direction maintenant le département du Var, Toulon, où le porte-avions Charles de Gaulle a appareillé hier soir pour participer aux opérations de reprise de la ville de Mossoul. La Marine nationale qui, en ce moment même, justement, dirige un exercice d'envergure réunissant 15 navires de l'OTAN, un exercice d'entraînement de lutte contre les mines. 900 marins testent notamment des drones sous-marins dotés d'une technologie de plus en plus complexe. L'opération va durer jusqu'au 30 septembre et elle nous est présentée par Coralie Chaillan et Jean-François Fuster. Ils sont allemands, italiens ou grecs, spécialisés dans la détection d'engins explosifs immergés. Ces navires, appelés chasseurs de mines, sont ici pour tester la capacité opérationnelle de l'OTAN. La première arme, dans la lutte contre les mines, ce sont ces drones. Ces modèles sont spécialement dédiés à la détection visuelle. Ils sont équipés de caméras et ont une visibilité qui peut aller jusqu'à 7 mètres. Des mines historiques, datant de la Seconde Guerre mondiale, comme celle-ci, il en reste encore plus de 200 000 immergés. Mais ce contre quoi se prépare l'OTAN, c'est la lutte contre les fabrications de plus en plus artisanales et donc plus difficiles à détecter.
Nous faisons de la recherche pour développer l'intelligence artificielle à bord de drones sous-marins et de développer des algorithmes qui peuvent faire que les drones communiquent entre eux. Les COM, on sera sur VHF Guerre 47-8. L'autre moyen de détection de l'OTAN, ce sont ces plongeurs démineurs. La France en compte 250 prêts à intervenir. On ne peut pas tout automatiser dans la guerre des mines. L'intervention de l'homme sera toujours nécessaire, soit pour mettre en œuvre ces moyens, soit pour intervenir dans des zones où les capacités de l'AUV, elles, sont limitées, notamment des zones à fort encombrement où l'œil humain est le seul à pouvoir faire la différence entre un rocher et une mine. Les opérations sont dirigées par un état-major français. Ces exercices, l'OTAN les répète plusieurs fois dans l'année pour sécuriser en permanence ses intérêts militaires et économiques. Et dans le Var, toujours 2 détenus du centre pénitentiaire de la Farlette se sont échappés ce week-end. Ces 2 hommes ont profité d'une hospitalisation à l'hôpital psychiatrique de Pierrefeu du Var pour se faire la belle samedi soir vers 21h en brisant une fenêtre. Les 2 détenus sont actuellement toujours recherchés mais ne sont pas considérés comme dangereux. Il est encore loin d'être sur les rails. Mais voilà que l'on reparle, après l'échec de la LGV PACA, d'un train à grande vitesse entre Marseille et Nice. Ce projet nouveau, appelé désormais Nouvelle Ligne Provence, a été présenté aujourd'hui à Marseille. Il s'agissait du lancement de la concertation publique. Si tout va bien, les travaux devraient débuter en 2022 pour une mise en service à l'horizon 2030. Si bien sûr les élus arrivent à s'entendre sur les différents tracés. Mariella Coste, Allemand Poitevin. Voici enfin les nouveaux tracés préparés par la SNCF. Des projets avec des variantes et des phases appelées priorités. Aujourd'hui, lancement de la priorité 1 en vert sur la carte. Sur Marseille, c'est de réaliser un passage souterrain avec une gare souterraine sous la gare de Marseille-Saint-Charles existante et de réaliser 4 voies dans la vallée de l'Uvonne. Et sur Nice, il s'agit de réaliser une ligne nouvelle à partir de Cannes, un doublement de la ligne de Cannes-Grasse, de réaliser une gare nouvelle pour la desserte de Sophie-Antipolis et de faire arriver la ligne dans le pôle d'échange multimodal de Nice Aéroport. Surprise, une partie du tracé concerne le Var, l'effet d'une bombe pour les associations contre le projet. La SNCF Réseau nous a menti. SNCF Réseau et pas mal de décideurs régionaux, voire nationaux, a promis, pour calmer les Varois, entre autres, qui étaient excessivement remontés face à ce projet inutile et ruineux, que rien ne se ferait dans la partie varoise avant les années 2050. Et cette première tranche, c'est pour 2022. Ce matin, en préfecture de région, un comité de pilotage avec élus et SNCF. Un seul mot d'ordre pour le président de la région, il faut maintenant tenir le calendrier. Si j'étais ministre des Transports, ça ferait bien longtemps que nous aurions une LGV dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et que par ailleurs, mon prédécesseur ne s'est pas beaucoup battu auprès des gouvernements précédents. La consultation publique commence dès ce mois d'octobre. Des réunions qui vont avoir lieu avec les habitants des secteurs concernés, que ce soit autour des gares, que ce soit sur le tracé des lignes, pour leur expliquer ce qui est envisagé. Coût de cette première phase, 7 milliards d'euros. Début des travaux prévus donc en 2022, fin des travaux de la ligne entière, horizon 2050, si tout va bien. Elle fait polémique dans la vallée du Var. L'installation d'une usine Primagaz à Malaucène, initialement prévue en septembre, a finalement été repoussée. Les pouvoirs publics se donnent jusqu'au 20 janvier pour étudier le dossier. Le projet qui prévoyait de déplacer une cuve de gaz propane de Carrosse sur un terrain privé de Malaucène. Les 34 villages de la communauté de communes d'Alpes d'Azur s'y sont opposés. 1600 personnes ont signé une pétition. Depuis le gel de 1956, les oléiculteurs n'avaient plus vécu une pareille calamité. D'ores et déjà, plus des 3/4 de la récolte 2016 d'olives est perdue dans le Var. En cause, la prolifération de la mouche de l'olivier, mais aussi celle d'un champignon, sans oublier une sécheresse exceptionnelle. Francis Mallory-Hus et Alexandre de Kitt. Des olives flétries, des piqûres de mouches et un champignon. Le cocktail de cette année s'annonce détonnant. On a de plus en plus de ces problèmes de taches sur l'olive qui entraînent une chute d'olive. Donc la mouche devient maintenant secondaire après ce champignon qui entraîne des chutes d'olive importantes. Donc on a une petite récolte cette année et on est en train de la perdre en partie par cette tache sur les olives.
Les arbres ont souffert de la sécheresse, d'une floraison en partie avortée et surtout de l'apparition d'un champignon pathogène, le Camarasporium dalmaticum. Toutes les olives avec une tache, elles vont tomber d'ici quelques jours. Voilà, ça tombe. Alors il reste vraiment l'olive qui est encore, bon, on voit très bien qu'en secouant l'olive, voilà, juste un peu, alors un coup d'eau, un orage, un coup de vent et c'est pratiquement tout par terre, il ne va rien rester. Argile, pulvérisation ou piège à mouches, pour limiter l'invasion, des méthodes existent. Mais cette année, l'ampleur du problème a surpris tout le monde. Ce qu'on sait, c'est que ça arrive sur l'olive suite à une blessure. Soit un choc, soit un coup de grêle, ou alors une piqûre d'un insecte, de la mouche ou autre. Selon les spécialistes, c'est une nouvelle variété de mouche apparue il y a 3 ans qui contamine le fruit. Un fruit qui souffre de plus en plus face à cette série de petites piqûres qui finissent par avoir de grosses conséquences sur la récolte. Place maintenant à la page niçoise de ce journal. Depuis hier, elle fait partie intégrante du journal Côte d'Azur. Et à la une ce soir, le festival de cinéma russe, les 50 ans du musée Terra Amata. Mais pour commencer, une visite guidée du tunnel du futur tramway. On retrouve à Nice Pascal Massa. Bonsoir à tous et bienvenue pour un point sur l'actualité niçoise. Et on débute avec un point sur les travaux de la future ligne 2 du tram. Un chantier que les Niçois peuvent visiter en ce moment. À la clé, plonger dans le tunnel sous la place Garibaldi et même pour les plus chanceux, une possibilité d'apercevoir le fameux tunnelier. Reportage sous terre signé Hélène France et Jean-Christophe Routier. C'est là que l'aventure commence. Casque, gilet, bottes en caoutchouc et lunettes de protection. On s'équipe sérieusement pour atteindre les profondeurs niçoises où se construit la portion de tramway souterraine. C'est pour voir un chantier. Comme j'ai jamais vu un chantier en sous-sol, c'est pour voir. Voilà. Est-ce que vous avez des craintes? Non, pas du tout. C'est plus que de la curiosité, je pense. C'est quand même enrichissant de voir comment se passent les différentes phases de la construction. Voilà. Et après, j'aimerais voir le résultat final. 4 groupes d'une dizaine de personnes par jour durant une semaine. Les places se sont arrachées à peine mises en ligne sur le site municipal. Sitôt entré sur le chantier, petit topo d'explication et jeu des questions-réponses avant la visite guidée. Question piège. Alors celle-là, on ne l'avait pas encore posée. Et la descente démarre vers le boyau de 9,50 m de diamètre, creusé par le tunnelier. Alors là, on est dans ce que l'on appelle le puits. On est à 18 mètres de profondeur. Le bruit est assourdissant. Les voussoirs de béton armé, grosses plaques étanches qui tapissent les parois du tunnel, attirent l'attention du petit groupe. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis votre époque? Ah oui, bien sûr. Le matériel, déjà, c'est complètement différent. Mais le principe est le même. Les parois moulées se font de la même façon. Vraiment, on voit qu'au niveau du travail, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Énorme aussi pour ce Mosellan qui a pourtant déjà visité une mine de charbon et une de fer. Et puis même au niveau de l'aération, toutes ces tubulures, toutes ces choses-là, donc effectivement, pour moi c'est enrichissant. Je peux maintenant comparer 3 types de tunnels ou de galeries souterraines. Début 2019, le tramway devrait être livré. D'ici là, il y a fort à parier que vu le succès de ces visites guidées, d'autres seront programmées. Et l'aventure dont nous allons parler maintenant, c'est aussi sous terre qu'elle a commencé. C'était il y a 4000 ans, les premiers Niçois, Terra Amata. Le musée qui leur est consacré fête cette année son 40e anniversaire. Il vient tout juste de rouvrir ses portes. Visite guidée, Véronique Lupeau, Yannick Fournigo. Des crânes de plusieurs centaines de milliers d'années, des silex, des galets préhistoriques et à quelques centimètres de la dent du plus vieux niçois âgé de 380 000 ans, des éclairages LED et des écrans plats. Car enfin la modernité s'est invitée dans ce temple de l'ancien, créé il y a 40 ans. La dernière fois que Terra Amata avait été rénové, c'était en 1998. Il était donc temps de redonner un coup de jeune à ce musée qui accueille chaque année 18 000 visiteurs. C'est un musée qui avait vécu, qui avait donné de bons et loyaux services au public étranger et niçois qui viennent visiter le musée de Terra Amata. Mais fatalement, il fallait repeindre et puis il fallait ce bond en avant pour transformer, moderniser ce musée.
Esthétique, modernité et interaction, ce nouvel équipement dédié au public lui permettra de mieux comprendre les objets exposés. Tout ça, c'est des vieilles pierres qui ont du mal à parler. Donc, pour les faire parler pour les gens, on a proposé, parce qu'on les voit telles qu'elles sont, mais on peut se demander comment on les a fabriquées. Donc, c'est pour ça qu'on juxtapose finalement à l'objet lui-même qui est dans la vitrine, des vidéos qui nous montrent un tailleur actuel, un expérimentateur actuel, en train de reproduire les objets qui sont dans la vitrine. On a donc l'objet et sa fabrication. En tout, la rénovation de ce musée a coûté 490 000 €. Et avant de refermer cette page niçoise, direction la Cinémathèque où a débuté il y a moins d'une heure le Festival du cinéma russe. Une 4e édition qui sera aussi l'occasion de fêter le 120e anniversaire de l'un des cinémas les plus prestigieux du monde. À ne pas manquer, durant ces 4 jours, la projection de Guerre et paix, une épopée de plusieurs heures, la plus fidèle adaptation de l'œuvre de Tolstoï. Le reportage de Jacques Sauffer et Alain Véjux. 120 000 figurants, 12 000 costumes, 14 000 tonnes de poudre pour une superproduction de plus de 7 heures, l'une des plus coûteuses du cinéma. Avec Guerre et paix, le festival du film russe met à l'honneur cette année une œuvre de tous les superlatifs. Ce film est une vraie réussite cinématographique. C'est la plus fidèle des adaptations de l'œuvre de Tolstoï. Mais vu la longueur du film, il reste difficilement diffusable à la télévision. En revanche, il a toute sa place dans un festival tel que celui-ci. Sorti en 1967, le film de Sergueï Bondarchuk avait remporté un succès colossal, plus de 58 millions d'entrées en Russie et un Oscar à Hollywood. Mais la 4e édition du festival sera aussi l'occasion de découvrir des œuvres plus récentes du cinéma russe, plus commerciales aussi, dont peu parviennent jusque dans les salles françaises. Nous avons les nouveaux films russes qui sortent, qui nous sont présentés souvent en avant-première. Je me rappelle il y a 2 ans Léviathan. Et puis vous voyez quand même l'attachement de la Russie à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons un documentaire sur le général de Gaulle qui est aussi présenté, fait par les Russes. Donc ça prouve que ce patriotisme qui nous unissait pendant la Deuxième Guerre mondiale est aussi présent. Films, documentaires et même 2 dessins animés long métrage. En tout, pas moins d'une quinzaine d'œuvres sont à découvrir gratuitement avant samedi à la Cinémathèque et au Pathé Masséna. L'an dernier, le Festival du cinéma russe avait attiré près de 2000 spectateurs dans les salles. Voilà pour l'actualité niçoise, deuxième volet maintenant de notre série consacrée au village de Roubion. Nous allons voir ce soir comment le village tente d'attirer les touristes. Chantal Fazi, Frédéric Tissot. Accroché à la montagne, à 1300 mètres d'altitude, le village de Roubion, typique du Haut-Pays. Avec au hasard des ruelles, une spécificité, les portes peintes. Elles racontent la vie quotidienne au siècle dernier, quand la commune était prospère. Comme c'est la porte du four, ici vous avez quelqu'un qui fabrique du pain. Derrière les murs, des trésors cachés. Un patrimoine que les villageois souhaitent aujourd'hui remettre en valeur, comme cette église. Entre les mains de cette restauratrice, elle retrouve peu à peu son lustre. La bonne surprise, c'est ça, en fait... Donc vous enlevez le blanc et on retrouve les colorations d'origine. Oui. Ça a vraiment bien été refait, là, tout ça, ces faux marbres, là, on a retrouvé les couleurs d'antan que nous ne connaissions pas, d'ailleurs. Mettez un pied, soit à l'aise. Suivant. Autre particularité à Roubion, les falaises qui entourent le village, ils sont de plus en plus nombreux à les explorer. Je m'attends à avoir un peu peur quand même en haut parce que j'ai quand même un petit peu peur du vide. C'est quand même qu'on est attaché et qu'on risque rien, donc ça peut être marrant. Sensation garantie avec cette via ferrata de 50 mètres de hauteur. Nous sommes dans le Haut-Pays, nous sommes entourés de verdure, de forêts, et nous sommes un petit peu l'oxygène finalement de toute cette bande côtière où les gens sont entassés les uns sur les autres. Alors nous sommes contents de les voir venir dans notre village les week-ends, les vacances. Ça veut dire que chez nous, il y a encore du bon air à respirer.
Miser sur le tourisme vert et le patrimoine, c'est le pari fait par le village de Roubion. Sa devise, « Je brûle sans rougir ». Cette devise s'explique un peu par la ténacité des habitants qui, malgré plusieurs invasions, plusieurs fois le village a été détruit et obstinément on l'a reconstruit, on est resté sur place. Et ceux qui sont restés le savent, pour continuer d'exister, il faut diversifier l'offre, proposer toujours plus d'activités. Les athlètes français de retour des Jeux paralympiques de Rio avec leurs souvenirs et leurs médailles. Née à Cannes, Elodie Laurenti en a ramené 2 de Rio. Coralie Beck, Frédéric Tissot. Éreintée, les très tirée mais heureuse d'être de retour à la maison. T'es crevée? On est là-bas. Regarde, t'es fatiguée. Les médailles. Elle veut voir les médailles, mamie. Après 3 semaines de compétition, la canoise atterrit, au sens propre, comme au figuré. Fière? Oh oui, alors. D'un coup, de plus être avec tout le monde, ça fait bizarre, c'est un peu triste. Mais je pense qu'on a besoin de repos. Voilà, ça se voit un petit peu que je suis un petit peu fatiguée. Donc c'est vrai que ouais, c'est vraiment un moment où c'est un peu décalé en fait. C'est tout ou rien. Et là, c'est juste extraordinaire d'avoir fini sur ça et d'être avec la famille après. La nageuse paralympique de 27 ans, atteinte d'une maladie orpheline qui lui paralyse partiellement la jambe gauche, est une habituée des Jeux paralympiques et des podiums. À Rio, elle remporte le bronze sur le 100 mètres et le 400 mètres libre. Arrivée à la maison, une fois que tout le monde aura bien regardé les médailles, elles vont aller dans la belle vitrine que j'ai fait, qui a débuté par Pékin, qui a fait Londres, qui fait une étagère qui fait le monde et les Europes. Et puis celle-ci, il y avait la place qui attendait. C'était les derniers Jeux pour la nageuse. Au total, 8 médailles paralympiques. Elodie Laurenti songe désormais à une reconversion au sein du ministère de la Défense. Et c'est la fin de cette édition. Mais restez avec nous, le 19-20 se poursuit. Très belle soirée.